Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Ambassadeur Sunen, bonjour. Bonjour, ambassadeur d'Ngijima. Eh bien, j'ai le plaisir de vous recevoir dans les studios de la Voix des Grands Lacs. C'est plutôt un grand honneur de vous recevoir parce que ce sera une première en réalité en ce qui vous concerne, même si nous avons déjà eu d'autres invités. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes notre invité d'honneur. Nous aimerions avec vous faire le survol de votre carrière, notamment la partie qui concerne votre poste diplomatique au Rwanda et aussi peut-être dans la région des Grands Lacs, puisque vous avez pratiquement couvert toutes les capitales de notre région. Pourriez-vous, en quelques mots, nous parler de votre carrière dans la région des Grands Lacs, monsieur l'ambassadeur? Merci, monsieur l'ambassadeur. C'est en effet pour moi également un honneur et un plaisir de converser avec vous. Ce n'est pas la première fois que nous avons ce type d'échange, mais c'est quand même la première fois que nous passons sur écran ensemble. Tout à fait. Que ce que nous pouvons apporter à la recherche de la vérité, à la présentation d'un récit et d'une histoire qui, jusqu'à présent, n'a pas encore livré tous ses secrets, tout ce que nous pouvons apporter par un dialogue serein, objectif, nuancé, est une contribution importante. Alors, oui, justement, jusqu'à présent, je suis en fait le seul diplomate belge qui a servi comme diplomate dans les 3 anciennes colonies belges. En fait, le Rwanda ou Burundi, ce n'était pas une colonie. Je ne dois pas l'expliquer à l'auditeur. C'était des territoires de tutelle, de mandat sous la Société des Nations, de tutelle sous les Nations Unies. Mais ne compliquons pas trop les choses, parlons de 3 colonies, mais la véritable colonie, c'était le Congo. Alors, j'ai servi dans les 3 pays, j'ai commencé ma carrière en 78-82, 4 ans au Burundi, pas comme ambassadeur, mais comme attaché d'ambassade, le numéro 2 de l'ambassade. Et 8 ans plus tard, j'étais nommé première fois ambassadeur, chef de poste à Kigali, de 90 à 94. Je suis arrivé avec ma famille nombreuse, 4 enfants, 6 semaines avant le 1er octobre. Donc, je suis arrivé dans un pays calme, stable, choyé par la communauté internationale, considéré comme un modèle de développement, où la coopération belgo-rwandaise et toutes les autres coopérations prospéraient, livraient des résultats importants, et pourtant, déjà, des signes d'usure de pouvoir, parce que le président Habyarimana et le MRND étaient au pouvoir depuis 73, depuis 17 ans, et des signes d'usure de pouvoir commençaient à se manifester. Par exemple, il y avait un procès contre les journalistes qui n'avaient pas été très complaisants avec le régime, un régime à parti unique. Et il y avait aussi déjà des signes de manifestations de corruption, de mauvaise gouvernance. Mais globalement considérant, c'était un pays où ça marchait bien, où la coopération, le développement était en route, était en marche, comparé au Congo, par exemple, où nous avions
communauté internationale, la Belgique surtout, des problèmes avec le régime du maréchal Mobutu. Et donc, 6 semaines plus tard, première attaque du FPR, parce que nous savions, ça, c'était pas peut-être une surprise totale, nous savions très bien, nous étions parfaitement conscients du problème qui avait besoin d'une solution, le problème du retour des réfugiés. Et donc, je suis resté, j'ai vécu une période de presque 4 ans, jusqu'au début du génocide. J'ai été évacué le 12 avril 1994. Donc, j'ai vécu cette période pendant laquelle le Rwanda était confronté à ce que j'appelle toujours 2 défis majeurs. Réforme interne, démocratisation, libéralisation, et en même temps faire la paix avec le FPR, qui avait donc attaqué le Rwanda, même agressé le Rwanda et qui occupait une partie du territoire. Alors, pour situer, pour ajouter le 3e volet de ma carrière africaine, je dois compléter, vous expliquer également que 10 ans après l'évacuation de 1994, mon évacuation, je suis heureux, comme tout, d'être nommé par le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'époque, Karl de Gucht, qui m'a nommé ambassadeur au Congo. Comme ça, la boucle était bouclée et j'avais donc, j'aurais fait les 3 postes bien connus des Belges comme diplomate belge. Mais donc, j'arrive à un moment, et j'ouvre une petite parenthèse, un moment qui se situait dans un contexte géopolitique assez intéressant. Parce qu'en août 90, je suis très heureux d'être nommé chef de poste et d'être nommé au Rwanda, pays où il y avait certains défis qui guettaient, mais au Rwanda où il y avait également une annonce de réforme. D'ailleurs, le président Habyarimana me disait le 7 septembre 90, donc 3 semaines avant le 1er octobre, me disait que le fameux discours de François Mitterrand, président de la France, au sommet franco-africain, son discours de La Baule, où il avait parlé à ses pairs africains, aux chefs d'État africains. Voilà, en Europe, il y a un vent, quelques mois après la chute du mur de Berlin, il y a un vent de libération qui souffle à travers l'Europe et surtout l'Europe de l'Est. Il serait bon que ce vent de libération et de démocratisation se mette à souffler également chez vous, en Afrique. Donc, mettez fin, par exemple, au monopartisme. Et le président Habyarimana me dit, le 7 septembre, pendant la cérémonie de présentation des lettres de créance, c'était pas un message pour moi. J'avais pas besoin de ce sermon, comme il disait, de François Mitterrand, parce que j'avais déjà lancé des réformes. Je suis conscient de la nécessité de réformer notre pays. Et nous avons institué une commission nationale de synthèse qui va faire des propositions de libéralisation, de réforme d'ici la fin de l'année, et notre MRND, notre parti unique, organisera un grand congrès exceptionnel qui doit statuer, qui doit adopter de nouveaux statuts et de nouvelles réformes qui iront dans le sens du multipartisme, de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Donc, vous étiez quand même, et quand le premier chapitre de mon livre est intitulé Le désir ardent de me rendre, d'assumer mon mandat
à Kigali. Parce que c'est un pays intéressant et important pour la Belgique. C'était une ville, Kigali, où je pouvais très bien vivre avec ma famille nombreuse, où il y avait même une école belge, avec une section flamande et une section francophone, et bien sûr, géopolitiquement intéressant parce qu'on allait voir comment ce pays allait répondre aux défis de la démocratie, de la promotion des droits de l'homme, réforme institutionnelle également, mais également comment ce pays allait résoudre le problème qui se posait depuis la révolution sociale de 1959, et pour répondre aux aspirations des réfugiés Tutsis de l'étranger et surtout ceux de l'Ouganda de pouvoir rentrer au pays et de s'y réintégrer. Et donc voilà, beaucoup de considérations, mais aussi beaucoup d'ambition pour jouer un rôle, pas pour dicter les leçons, pour dire aux Africains comment ils devaient organiser leur démocratie. On reviendra là-dessus, je l'espère, parce que j'ai quand même pas mal réfléchi sur ce concept de la démocratie, mais aussi de l'autre concept, droit de l'homme, dans une dimension internationale. Mais justement, comment la Belgique pouvait jouer un rôle dans ce stratagème nouveau, international, promotion de la stabilité, mais aussi promotion du changement, et où l'Europe pouvait éventuellement accompagner des pays comme le Rwanda dans ce cheminement, cette recherche d'une nouvelle voie institutionnelle pour le pays. Voilà une très bonne introduction qui nous met vraiment, qui attire notre curiosité. Il y a tellement de questions à vous poser, mais d'abord, j'aimerais savoir si en arrivant à Kigali, malgré cet accueil chaleureux, la bonhomie du président, l'ouverture, est-ce que vous aviez idée, tout en connaissant les défis auxquels le Rwanda faisait face, est-ce que vous aviez quelques renseignements, quelques informations pouvant faire penser que le Rwanda serait attaqué le 1er octobre 1990? Oui, il y avait des indications, effectivement. Et nous savions que en 88, oui, en Ouganda avait été créé le Front patriotique rwandais, pour justement canaliser les aspirations de retour au pays des réfugiés Tutsis. Ça, c'est une. Deux, nous savions également que les réponses à ces aspirations, réponses du côté Kigali, avaient été plutôt, peut-être pas négatives, mais quand même assez attentistes, en expliquant qu'il n'était pas évident que le pays puisse accueillir grand nombre de réfugiés de par la dimension du territoire, la dimension limitée du territoire, la capacité d'intégration, de réintégration et d'offrir une qualité de vie à laquelle aspiraient, à juste titre, les réfugiés qui voulaient revenir. Donc, une attitude assez de réserve. Mais il y avait un élément positif qui était intervenu en juillet, sous les auspices du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, qui avait incité les interlocuteurs, les protagonistes, qui n'étaient pas des antagonistes, j'osais l'espérer, des protagonistes pour négocier, pour explorer les possibilités du retour.
Pas seulement le principe, mais également les modalités d'un retour éventuel. Et on avait fixé, même en juillet, une date de rencontre. Pas pour se mettre tout de suite à négocier, mais justement, comme je disais, pour explorer ces possibilités. Entre-temps, si je me souviens bien, il y avait même eu des initiatives pour essayer de savoir ou de mesurer la motivation des réfugiés pour revenir. Est-ce que tout le monde voulait revenir, hein? Ou est-ce que la politique d'accueil des pays d'accueil aidant, ils n'avaient pas envie de se faire naturaliser et de rester comme Ougandais, par exemple, en Ouganda. Donc, une enquête qui serait, ou des études qui seraient menées pour bien pouvoir évaluer les desiderata et les motivations des réfugiés. Et donc, ce serait un exercice exploratoire. Je ne crois pas qu'il y ait eu une date très précise, mais on avait parlé de fin septembre, début octobre, à Kigali. Et le président Habyarimana m'a très souvent répété, ils sont venus effectivement, mais ils sont venus avec des armes. Ils ne sont pas venus pour négocier ou pour explorer, ils nous ont agressés. Et en effet, c'est un élément qui est souvent oublié dans le récit, dans le narratif. Pour vous compléter, Monsieur l'ambassadeur, je peux témoigner avoir été témoin d'un échange, d'une rencontre entre le président Yoweri Museveni et notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Casimir Bizimu, où j'étais là, présent physiquement, et c'était le 5 juillet 1990 à Addis Abeba, où on participait à une réception du président Mengistu offerte à tous les chefs de délégation de l'OIWA, parce que c'était le sommet de l'OIWA où le président Habyarimana n'avait pas pu être présent. Il avait désigné M. Bonaventure Abimana, l'ancien secrétaire général du MRND. Mais en l'occurrence, donc, dans la salle d'accueil, de réception, le président Museveni a appelé le ministre Bizimungu. J'étais avec le ministre, on est allé voir le président, on a salué le président Museveni. Moi, je me suis mis un tout petit peu à l'écart pour les laisser parler. Mais l'annonce que Museveni lui a faite, c'était de dire que fin septembre, le général Rwigema et ses collègues, avec quelques autres représentants des réfugiés venus d'Ouganda, du Kenya, du Zaïre, du Burundi, viendraient en visite au Rwanda. Et il disait, oui, ce que j'ai promis au président Habyarimana va arriver, effectivement, dites-lui que c'est déjà réglé, que la délégation des réfugiés viendra avec à sa tête le général Rwigema lui-même. Et là, donc, effectivement, comme vous le dites, c'était fixé à fin septembre. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a quitté la réception pour retourner à l'hôtel et communiquer cette nouvelle au président Habyarimana. C'était un peu tard, mais on l'a pratiquement réveillé pour lui dire ça. Il était très content. Ça, c'est vraiment un témoignage. Je l'ai écrit d'ailleurs dans un de mes livres, parce que je considère que c'était une promesse assez sérieuse. Donc, le Rwanda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à préparer la logistique. Les hélicoptères, les véhicules tout-terrain, pour qu'une fois que la délégation serait à Kigali, on la promène partout où elle voudrait. L'objectif, c'était en fait que cette délégation vienne tâter du doigt les réalités rwandaises en termes de démographie, en termes de territoire, d'espace et tout. Et puis, il faut qu'ils aillent raconter à nos compatriotes réfugiés la vraie situation. Et donc, c'était vraiment en bonne route. Effectivement, moi aussi, je le dis dans mon livre, ils étaient attendus, mais ils sont arrivés avec des camions militaires, avec la Kalachnikov et tout le reste, donc pour faire la guerre au lieu
voir la situation sur le terrain. Vous pouvez continuer, monsieur. C'était vraiment Donc, un complément pour corroborer ce que vous venez de dire. Je vous remercie. Donc, nous étions bien conscients qu'il y avait un problème sérieux à régler et que nous aurions peut-être un rôle d'accompagnement à jouer, hein, parce que la communauté internationale pourrait éventuellement subventionner, subvenir dans les besoins d'accueil des réfugiés. En tout cas, c'était un processus que nous devions absolument, nous aussi, Belges et communauté internationale, suivre de près. Avec une certaine appréhension, parce que ça ne pouvait pas dérailler. Hein. Alors, et c'est l'attaque proprement dite, le recours à la violence, le recours à la force, qui nous a surpris. Moi-même, j'étais pas au Rwanda en ce moment. Le samedi précédent le lundi de l'attaque, nous avons enterré mon père en Belgique. Et quand le lundi, je me rends aux affaires étrangères et j'entre dans le bureau du directeur Afrique, il était très surpris et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas ce qui se passe au Rwanda, hein? Il y a eu une attaque armée du FPR ce matin à Kagitumba, dans le nord, à la frontière nord du pays. » Et j'ai rejoint le plus tôt possible. C'était déjà programmé le mardi soir, le mercredi matin, j'étais de retour à Kigali et nous avons vécu la nuit du 4 au 5 octobre, très bizarre, énigmatique ce qui se passait. On nous faisait croire, nous devions croire, être sûrs que l'ennemi était arrivé jusqu'à Kigali, parce qu'on a bataillé toute la nuit à Kigali. Le ciel était blanc, hein, de tirs pendant toute la nuit, et on suivit par la suite des arrestations de citoyens, hein, solidaires avec l'ennemi, qui s'étaient suspectés, hein, d'avoir facilité l'accès de l'ennemi jusque dans le ventre de la capitale. Et là, justement, nous nous sommes lancés très rapidement dans un travail diplomatique, pas seulement d'accompagnement, de recherche des solutions de paix, des négociations, de cesser le feu, etc., mais aussi de défense des droits de l'homme. Parce qu'il y avait 7 à 8 000 personnes arrêtées pendant des semaines, même des mois, et pendant tout ce temps, et je dois dire, la Belgique a joué un rôle extrêmement actif pour justement insister sur les droits de la défense. Et un jour, je me souviens très bien, le 4 ou le 5 novembre, j'ai même fait un discours devant les prisonniers dans la prison de Kigali. Je dois dire que nous étions très bien accueillis par la direction de la prison. Nous étions habilités à visiter pas seulement la prison de Kigali, mais les prisons sur tout le territoire, jusqu'au Ruhengeri, Cyangugu. J'ai visité la prison de votre ville, Cyangugu également. Donc, le gouvernement nous facilitait ces contacts et ces rencontres. Mais de l'autre côté, nous étions sévères sur ce que nous appelions le droit universel et fondamental de défense correcte des droits des prisonniers de la défense. Et dans ce discours, j'ai plaidé pour une libération éventuellement conditionnelle, hein, aussi longtemps qu'on n'avait pas des preuves de culpabilité des gens qui étaient là, ou d'un certain nombre, même d'un grand nombre de personnes qui étaient arrêtées là, qui se trouvaient en prison. J'ai eu droit à une ovation
de la part des prisonniers. Alors, à partir de ce moment-là, l'ambassadeur de Belgique était un peu considéré comme un subversif, pas comme un diplomate prudent, mais comme un subversif. Et je vais certainement revenir là-dessus, la défense des droits de l'homme, c'est capital parce que nous sommes complices, nous sommes solidaires, que ce soit des Africains, des Asiatiques, des Américains, des Européens, des Belges, des Hollandais, des Français, nous devons œuvrer. Et à l'époque, nous étions très convaincus de l'importance de la défense des droits de l'homme. Ces temps-ci, nous sommes peut-être devenus un peu plus cyniques ou ironiques et un peu moins engagés sur le front de la défense des droits de l'homme. Et ça a été une constante de la diplomatie belge, pas parce que de l'époque et dans le contexte rwandais, pas parce que nous étions opposés au régime. On m'a considéré comme, j'ai un pamphlet où on me traite de Inkotani, les Hutus extrémistes qui me considéraient comme Inkotani, qui me collait le nom du soldat du FPR, de Inkotani, parce que nous étions tellement serres en matière de droits de l'homme, par exemple, mais pas uniquement sur le plan des droits de l'homme vis-à-vis du régime, vis-à-vis de la Deuxième République, que nous étions considérés comme pro-FPR. Ce n'était pas le cas, nous n'étions pas opposés au régime, mais nous voulions l'aider, nous voulions accompagner le président à prendre tout son courage pour passer à des réformes, pour passer au partage du pouvoir avec le FPR, avec les Tutsis revenants. Et donc, une politique plutôt constructive, critique, très critique, effectivement, mais constructive à la fois, et équilibrée, j'ajoute toujours équilibrée, parce que le Inkotani, que j'étais soi-disant, c'était la même personne qui osait poser des questions difficiles quand nous étions à Mulindi avec le major de l'époque, Kagame, et avec le président du FPR, Kanyarengwe, et avec policiers, etc., avec l'état-major du FPR, qui posait les questions difficiles, c'était notamment l'ambassadeur de Belgique. Un jour, par exemple, j'ai évoqué l'existence et le travail de la radio Muhabura. Et je disais à nos interlocuteurs, et je l'ai dit à plusieurs reprises, parce qu'on ne s'est pas borné à une seule visite à Mulindi, on allait le plus souvent à Mulindi également. Pas aussi souvent qu'on allait se rendre chez le président Habyarimana, parce que je n'étais pas accrédité auprès du FPR, j'étais accrédité comme ambassadeur de Belgique auprès du président Habyarimana, bien sûr. Mais à ce moment-là, je disais, tiens, nous faisons des démarches très sévères concernant la radio de la haine, RTLM, radio-télévision libre des 1000 collines. Nous aurons d'autant plus d'impact et d'écoute dans la mesure où nous pouvons également expliquer au président Habyarimana et d'autres interlocuteurs à Kigali que nous avons posé la même question à Mulindi, au FPR, parce que la radio Muhabura joue également un rôle qui est contraire aux objectifs des accords de paix d'Arusha. C'était une radio qui était peut-être moins vilaine et peut-être plus intelligente que la radio RTLM, mais qui faisait également du tort au processus de paix et de réconciliation. Ou par exemple, après les accords de paix, j'ai insisté pour que le FPR exerce patience avant de faire revenir les réfugiés au pays et occuper des terrains qui étaient délaissés par
les personnes déplacées. Donc, ça ne pouvait pas contribuer à un climat serein si, d'un côté, on avait 1 million de personnes déplacées à cause des attaques du FPR, 1 million de personnes déplacées qui vivaient dans des conditions misérables, qui avaient dû quitter leur maison, leur champ, et qui vivotaient, il y en avait qui crevaient, il y en avait qui étaient même tués par le FPR. Soyons sérieux. Il y avait... 1 million, pour là aussi expliquer à nos auditeurs, 1 million représentait plus de 15% de la population rwandaise. Voilà. 1 sur 7. À l'époque. 1 sur 7 Rwandais Exactement. avaient dû fuir les attaques du FPR. Tout à fait. Alors, on a signé les accords d'Arusha. Alors, on devait quand même permettre aux personnes déplacées de regagner, de réintégrer leurs champs et leurs maisons avant de faire revenir les réfugiés, tout en étant ouvert à beaucoup d'accueil et beaucoup de possibilités logistiques pour l'accueil de ces réfugiés. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vais peut-être vous ramener un peu en arrière avant d'en arriver aux événements qui sont arrivés après l'attaque du FPR et tout le reste. Parlons de la Belgique. Tout le monde se rappelle que la Belgique a envoyé des troupes au Rwanda. Alors, dans quel contexte ces troupes sont arrivées? Qui les a demandées ou qui les a envoyées et pourquoi? Et quel était en fait l'objectif poursuivi? Est-ce que c'était pour aider le Rwanda à faire face à cette attaque? Est-ce que c'était pour stabiliser le front? Est-ce que c'était pour rapatrier les Belges? Pouvez-vous nous parler de certains ont même dit que c'était pour coopérer avec le Rwanda justement face à l'agression venue d'Ouganda. Qu'en est-il exactement? En effet, c'était un débat difficile déjà à l'époque parce que, bon, j'ouvre tout de suite une parenthèse, on faisait une caricature des diplomaties belges et françaises. Les Français n'avaient pas abandonné le pays agressé, agressé injustement. Donc, ils n'avaient pas abandonné le Rwanda à son sort, était resté solidaire, avait envoyé des troupes qui étaient restées et livrées étaient restées jusqu'à l'arrivée fin 93 des troupes de paix de l'ONU, de la MINUAR. Ils sont restés donc, c'était la troupe norrois qui sont restés pratiquement 3 ans, oui, 3 ans. Tandis que la Belgique, et là je reviens à la Belgique, la Belgique avait envoyé des troupes, mais qui sont déjà repartis fin octobre. Donc, ils ne sont pas restés un mois entier, qui sont arrivés le 5 octobre et qui sont repartis le 29 ou le 30 octobre. En fait, ils sont arrivés au même moment que que les troupes françaises. Oui, oui. Ils sont avec quelques heures de différence. Oui. Troupes françaises et zaïroises à l'époque aussi. Et troupes zaïroises à l'époque. Oui, en effet. Et les troupes belges avaient un mandat purement humanitaire. Protection de l'aéroport et du trajet entre l'aéroport et la ville, la capitale, Kigali. Et, comme vous dites, évacuation éventuelle des compatriotes, des citoyens belges qui le souhaitaient. Donc, cette mission est allée de pair avec une discussion sans arrêt au Parlement, dans la presse belge, sur la présence des troupes belges dans un pays qui avait quand même aussi qui avait fait preuve de quelques faiblesses ou de nécessité de réforme. Parce que la cause du FPR était
bien reçu. Retour, hein, droit au retour et à la réintégration. Et puis, le FPR tenait un discours, hein, qui faisait plaisir à l'opposition interne, parce qu'il y avait une opposition en gestation, et à la communauté internationale, parce que le FPR avait un discours pas ethnique, hein, mais un discours de démocratie et de droits de l'homme. Le major Kagame m'a dit à plusieurs reprises, hein, the Belgians keep going, hein, continuez à insister sur la défense des droits de l'homme, parce que vous êtes là, à Kigali, en face d'une dictature qui ne respecte pas les droits de l'homme. Donc, il avait un discours très engagé, le FPR et Kagame, très engagé pour la démocratie, parce que le Rwanda devait être démocratisé, donc, et devait respecter les droits de l'homme. Donc, le FPR était une force politique positive qui allait promouvoir justement ces réponses, hein, ou ces capacités de réponse du Rwanda aux défis dont je parlais, les deux défis, la paix, la réconciliation et la réforme interne. D'ailleurs, tiens, ils étaient oui. combien les militaires belges envoyés au Rwanda? C'était un Voilà. bataillon? Et je reviens à l'envoi des militaires belges. C'était, je ne sais pas, ils n'étaient pas un bataillon, hein, c'était quelques centaines de troupes belges qui sont donc repartis fin octobre. Mais qui sont repartis, et c'était dans la caricature, dans la perception, c'était mal vu parce que les Français étaient restés, hein, fidèles au pays ami, tandis que les Belges avaient abandonné, d'autant que les Belges avaient arrêté les livraisons d'armes. Nous avions un accord, un contrat de livraison d'armes et de munitions. Nous avons vite livré une partie de ces armes et munitions au début de la crise, mais ensuite nous avons arrêté la livraison. Nous avons vraiment stoppé parce que notre politique, notre programme, notre agenda était justement de tout miser sur la réconciliation, sur la négociation, sur le cessez-le-feu, sur ce que deviendraient par la suite les accords d'Arusha et la condamnation de tout recours à la violence et tout recours à l'armement, etc. Nous étions également perçus comme des partisans de l'opposition et du FPR parce que nous étions critiques en matière de défense des droits de l'homme. Nous étions plus outspoken, plus extroverts, plus insistants, hein, comme d'autres puissances diplomatiques. Et nous étions plus ouverts à l'écoute des associations des droits de l'homme, plus entreprenants quand il s'agissait de faire des démarches pour les détenus, pour l'un ou l'autre cas précis. Il y avait un certain activisme diplomatique de la part de la Belgique pour la démocratie, pour les droits de l'homme, mais aussi pour des concessions à Arusha. Et nous avons beaucoup insisté sur des concessions nécessaires pour arriver à un partage du pouvoir, tout en insistant sur, et c'est un élément qui a souvent été oublié, tout en insistant sur le calendrier du processus de paix, parce que nous insistions beaucoup sur l'élément électoral. Dans les 22 mois prévus à Arusha, il devait y avoir des élections démocratiques. L'heure de la vérité démocratique et électorale serait 22 mois plus tard. Et les concessions très importantes qui avaient été concédées par
le président Habyarimana, par le régime, par la Deuxième République, devait faciliter la mise en place d'institutions provisoires, des institutions de transition. Et lors des élections dans les 22 mois, il y aura bien sûr une nouvelle donne nécessitant une réévaluation de la composition et de la confection de ces institutions, qui ne seraient plus des institutions de transition. J'ai dit ça un jour à Patrick Mazimhaka. J'étais avec lui à un déjeuner chez l'ambassadeur d'Allemagne et c'était après les événements du Burundi, l'assassinat du président Dadaye, le 21 octobre 1993. Et je disais à Mazimhaka, mais vous, FPR, vous devez insister, vous aussi, beaucoup plus sur l'importance de la date des élections. Et pour calmer les esprits et pour bien expliquer que c'était des concessions qui devaient régir, pour permettre de régir convenablement la période de transition. Et il m'a dit carrément, mais nous voulons bien, nous avons signé tout ça à Arusha, mais vous ne pouvez pas exiger du FPR, nous représentons, bon, ce n'est pas le mot qui est adéquat, parce qu'ils représentent bien sûr toute l'opposition, pas seulement les Tutsis, d'ailleurs ils avaient des Hutus dans leur rang, mais nous, FPR, considérés comme des représentants d'une minorité ethnique, une toute petite minorité, nous n'avons aucune chance dans les élections classiques à l'occidental, où le numéro, les chiffres comptent, les chiffres nus de la composition démographique, pas démocratique, mais démographique. Et nous avons trop peu de chance. Donc, n'exigez pas de nous que nous soyons les champions de la promotion du processus électoral, même si nous avons signé ça pour que ça se réalise dans les 22 mois. Mais donc, la Belgique était beaucoup plus engagée que d'autres. Je ne dis pas que nous n'étions pas solidaires dans nos démarches. Nous avons fait beaucoup de démarches ensemble, les Français, les Allemands, les Belges, la Commission européenne, les Américains, les Canadiens, les Suisses, le nonce apostolique, le doyen du corps diplomatique. Nous étions d'accord sur beaucoup de choses, y compris les droits de l'homme et la démocratie, mais la Belgique il y avait une question de degré et d'intensité. Je dirais que l'ambassade de Belgique était quand même plus ouverte à ce type de dialogue avec notamment la société civile et l'opposition politique que d'autres ambassades. Donc, c'est une question de degré. Et donc, tout ça… Excusez-moi de vous interrompre un peu, j'allais vous rétorquer que ventre affamé n'a point d'oreille. En l'occurrence, le Rwanda était un pays en guerre. Tout à l'heure, vous avez souligné un élément important, à savoir que la Belgique avait suspendu ou arrêté carrément la livraison des armes déjà commandées par le Rwanda. Pour un pays qui vient d'être agressé, qui vient d'être attaqué de l'extérieur, dont l'ami traditionnel, la Belgique, vient de couper les vivres, on comprend quelque part la virulence et l'animosité de certains à l'égard de la Belgique, qui pensaient que la Belgique, effectivement, ce faisant, par ce geste-là, en tout cas, la Belgique montrait qu'elle venait de faire un choix, parce que ça aurait été plus juste, si cela avait été possible, bien sûr, qu'il y ait cessation de livraison d'armes aux deux belligérants. Or, en l'occurrence, seul le gouvernement rwandais a eu les vivres coupés, alors que le FPR continuait de se ravitailler en armes à partir de l'Ouganda, à partir des États-Unis et autres. Donc, je comprends tout à fait, a posteriori, que la partie rwandaise ait considéré la Belgique comme s'étant comportée comme non plus un ami, mais un coupeur de vivres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. En effet, j'étais bien conscient de cette
de cette animosité anti-belge, qui au départ n'était pas généralisée. C'était un sentiment qui était surtout exprimé par des durs du régime, mais aussi dans les tête-à-tête avec le président de la République. Le dialogue a été toujours très franc et très ouvert, et nous avons discuté de cela. J'ai dû expliquer que la Belgique ne voulait pas abandonner le Rwanda. Loin de là, que du contraire, la Belgique voulait rester aux côtés du Rwanda, aux côtés de Rwandais qui étaient engagés dans un processus de paix, de réconciliation et de partage du pouvoir. Mais nous voulions donner toutes les chances à ce processus. Et nous croyions que les meilleures garanties étaient offertes par la négociation, par des cessez-le-feu où le recours à la violence et à des armes n'était plus nécessaire, des cessez-le-feu, des négociations, des accords d'Arusha. Et pour être logique et conséquent avec nous-mêmes, nous avons envoyé nos troupes, même avec l'opposition de certains Rwandais qui disaient les troupes belges ils ne sont pas très fiables parce qu'ils ont choisi leur camp. Non, nous avions choisi le camp du Rwanda, d'un avenir meilleur pour le Rwanda, en envoyant des troupes également, et là, il y en avait plus qu'un bataillon, il y avait quand même un bataillon plus qui avait été envoyé comme, comment dire, comme élément assez, structure assez forte à l'intérieur de la Minuar. Parce que les Belges, le président Abiyarimana lui-même, y compris le MRND, ils ont l'ancien parti unique, ont beaucoup insisté pour que les Belges participent. Donc nous n'avions pas perdu la confiance des Rwandais. Nous n'avions pas perdu la confiance du président Abiyarimana, ni du MRND. Mais la présence des Belges, c'était leur condition. La présence des Belges ne pouvait pas être trop dominante à l'intérieur de la Minuar. Mais nous avons quand même livré le chef d'état-major adjoint, Luc Marchal, qui a œuvré très activement pour que la Minuar puisse opérer d'une façon efficace. Mais donc, c'était en effet un débat difficile sur le rôle de la Belgique, d'autant que le FPR avait un bureau à Bruxelles. C'est un élément que je dois encore ajouter. Ça, ce n'était pas perçu non plus comme un geste amical vis-à-vis du Rwanda, en offrant l'hospitalité et en offrant des possibilités de dialogue avec le FPR à Bruxelles, pas seulement à Mulindi, mais également à Bruxelles. Mais ce n'était pas seulement pour dialoguer et boire du champagne, mais effectivement pour, et je faisais référence à mes remarques vis-à-vis à Mulindi, mais à Bruxelles, le FPR entendait très régulièrement des observations extrêmement critiques de la part des affaires étrangères. Et quand Willy Klaas, je me souviens, un jour, il m'a téléphoné depuis Kampala, après sa visite de mars au Rwanda. Il avait fait un saut à Kampala. Mars 1994. En 94, en 94, et où il a rencontré une délégation du FPR. Et cette rencontre a été très houleuse. Et Willy Klaas a été extrêmement critique et a envoyé des reproches extrêmement sévères à l'adresse du FPR.
Donc, mais nous l'avons peut-être mal expliqué. Nous avons trop peu investi, nous les Belges, que ce soit en Belgique, que ce soit sur place, même s'il y avait des esclandres, des moments de dialogue ou de conversation extrêmement durs et difficiles, nous, avec le FPR, nous avons quand même mal expliqué à l'opinion publique rwandaise que la Belgique était solidaire avec le Rwanda et voulait la paix, voulait le partage du pouvoir et un partage correct, et voulait insister également sur le caractère transitionnel des concessions que nous avions imposées, mais encouragées au président Habyarimana de faire vis-à-vis du FPR. Ça a été mal expliqué, et je dirais la différence avec la France a joué un rôle là-dedans. Et c'est pourquoi, sans faire le procès uniquement de la communauté internationale, je refuse. Il faut d'abord faire le procès des Rwandais, y compris le FPR, mais également, mais pas exclusivement, également la communauté internationale. Et je dirais, je l'explique dans mon livre, l'Europe a échoué. L'Europe a échoué. L'Europe aurait dû et pu peser ensemble beaucoup plus sur le processus de paix et sur la mise en œuvre des accords d'Arusha. Par contre, nous étions confrontés à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, cette caricature, je dis bien, qu'on faisait de la diplomatie belge pro-Tutsi et de la diplomatie française pro-Hutu. C'est bien cela, effectivement. Monsieur l'ambassadeur, là, on s'oriente vers la fin de la première partie de notre échange, de notre entretien. Juste une question de curiosité, là aussi, c'est vous qui avez mis l'eau à la bouche des téléspectateurs. Vous avez dit, j'ai rencontré Kagame à plusieurs reprises. À cette époque, où était le président du FPR, M. Kanyarengwe? Il était dans les... Je ne sais pas s'il a assisté à toutes les rencontres que j'ai eues avec le futur président Kagame, mais il était à Mulindi. Justement, c'est ça aussi la question. Oui. Par rapport à ce que vous disiez, Patrick Mazimpaka, que le FPR représente la minorité ethnique Tutsi, alors que le président était Hutu, et d'autres cadres, comme Pasteur Bizimungu, qui était quand même commissaire à la communication et chef des délégations du FPR aux négociations. Quelle impression aviez-vous? Est-ce que Kanyarengwe était quelqu'un de respecté? Pourquoi c'est toujours Kagame qui décidait, alors que le président du FPR, je suppose que quand vous alliez à Mulindi, ce n'était pas pour parler que des aspects militaires, c'était aussi la politique, c'était la diplomatie. Est-ce que vous avez eu des échanges avec M. Alexis Kanyarengwe, le colonel, qui était président du FPR, et quelle était son attitude? Est-ce qu'il comptait vraiment dans tout ça? Est-ce qu'il avait de l'importance? Oui, vous avez raison, monsieur l'ambassadeur. Quand nous étions à Mulindi, nous parlions de et avec Kagame. Nous n'avons jamais insisté comme condition que le président Kanyarengwe soit également présent. Je ne me souviens pas, peut-être qu'on l'a fait, mais je ne me souviens pas d'avoir posé cette condition. Mais je me souviens quand même d'avoir demandé et obtenu une audience auprès du président Kanyarengwe à Arusha quand la cérémonie de clôture et de signature avait échoué en juin 93. Et là, j'ai eu un entretien très franc, très ouvert, et on a insisté beaucoup sur l'heure dramatique
on s'était réunis, hein, et je m'étais rendu spécialement moi aussi à Arusha pour assister à une cérémonie de clôture pour fêter un accord, hein, entre les belligérants, hein, et ça avait échoué. Donc le moment était dramatique et j'insistais sur l'importance, cette fois-ci, pas nécessairement avec le chef de l'armée, des forces armées du FPR, mais avec le président politique, hein, et c'était Kanyarengwe. Mais donc, nuance, Kanyarengwe était pour nous également un interlocuteur que nous devions reconnaître, et également pour soutenir l'idée ou la vocation d'un mouvement comme le FPR qui ne se voulait pas, dans ses déclarations, purement ethniques, hein, mais qui se voulait politique, hein, pour construire le Rwanda nouveau. Mais quand on constate que quelques années auparavant, que le FPR est allé libérer à Ruhengeri, hein, les prisonniers, janvier 91. Donc, c'était la nouvelle attaque après la défaite, en quelque sorte, fin octobre, hein, quand l'ennemi, hein, le FPR, a été débouté du territoire. Mais ils sont donc revenus en janvier, ils ont libéré tous les prisonniers de la prison de Ruhengeri, dont M. Lizinde. M. Lizinde, qui avait critiqué en 81, et pas seulement critiqué, mais essayé, tenter un coup d'État, parce qu'il considérait la politique du président Habyarimana comme étant trop pro-Tutsi, qui accommodait trop la minorité ethnique Tutsi. Celui qui œuvrait contre les intérêts de la minorité Tutsi était libéré par le FPR, hein, qui voulait quand même se vanter de leur ouverture, hein, aux Hutus, qui voulaient un autre régime. Pas un régime qui se retournerait contre les Tutsis, hein, au contraire. Donc, exactement cela. il y avait donc la composition multi-ethnique du FPR, c'était à l'affiche. Hein? Kanyarengwe était à l'affiche. Mais Setsendashanga, un autre cas, je ne vais pas m'étendre, hein? Un Hutu. Pasteur Bizimungu et d'autres. Oui, en fait, oui, voilà. Oui, Pasteur Bizimungu, voilà. Donc, on peut même penser, monsieur l'ambassadeur, que cette carte a pu, je veux dire, tromper la communauté internationale, en fait. Et le président Kanyarengwe, c'était un président alibi, c'est évident. Toutes les délégations étrangères, diplomatiques ou autres, qui venaient au Rwanda et qui allaient à Molindi, c'était pour voir Paul Kagame, jamais le président du FPR. Et donc, le FPR ne pouvait pas s'étonner que nous avions quand même quelques questions quant à la représentativité Tout à fait. du FPR. Ce n'était pas parce que nous voulions que le processus échoue, hein, mais c'était des questions légitimes, absolument légitimes. Et encore aujourd'hui, ce sont des questions légitimes. Et il y a beaucoup de questions légitimes. Vous disiez tout à l'heure, avant le début de notre conversation, hein, vous avez écrit un livre de 600 pages en irlandais. Hein. J'espère que la traduction française, hein, ou la version française et anglaise sera plus condensée, mais ce n'est pas évident. Hein. Mais de toute façon, je voudrais souligner que j'ai écrit 600 pages, avec beaucoup de détails, donc, hein, pour arriver à la conclusion avec une question. Dans quelle pièce avons-nous joué?
La question va rester posée, Monsieur l'ambassadeur. On va terminer la première partie de notre entretien et puis on reviendra dans la deuxième justement pour parler de votre livre. Hein. C'est un livre de 600 pages, vous l'avez souligné, c'est vos mémoires sur 4 années de présence au Rwanda, de travail au Rwanda, d'implications diverses. Et puis vous livrez vos impressions, votre appréciation de votre travail au Rwanda et surtout aussi l'analyse que vous faites de l'attitude des uns et des autres, des protagonistes rwandais. Je vais vous remercier au nom de nos téléspectateurs pour avoir répondu à nos questions. Et vraiment, on ne peut pas vous dire merci suffisamment parce que les Rwandais et les autres attendent beaucoup d'éclaircissements, beaucoup d'informations sur l'attitude de la Belgique, bien sûr, au Rwanda, mais aussi des autres partenaires du Rwanda à cette époque-là. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous, Monsieur l'ambassadeur. À la prochaine. À la prochaine. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?